Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce forum de la presse de ce vendredi au cours duquel nous allons traiter plusieurs sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine, notamment le bilan des 3 années du président IBK, le nouveau projet de loi électorale qui devrait être adopté ou pas ce soir par l'Assemblée nationale et également la situation sécuritaire du pays et les préparatifs de la fête de Tabaski. Alors 4 journalistes maliens commenteront ces sujets avec nous. Il s'agit de Paul Mben, journaliste indépendant qui sera avec nous au téléphone, Yehia Tandina qui est correspondant de l'ORTM à Tombouctou également au téléphone, Hassan Kone qui est journaliste au site notrenation.com et Fredine Matar Silla de maliweb.com et la présentation sera assurée par Mohamedou Touri. Le grand dialogue. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous le disais, 3 ans d'IBK, la classe politique reste partagée quant au bilan du chef de l'État. Alors que l'opposition parle de 3 années de mauvaise gouvernance, la majorité, elle, se réjouit d'un bilan positif. De son côté, dans un entretien télévisé, le président IBK a promis de trouver une solution aux problèmes sécuritaires du pays. Et je rappelle également que les raisons pour lesquelles les Maliens ont choisi le président IBK sont entre autres le retour de la paix, la sécurité et les 200 000 emplois qu'il a promis à ses électeurs. Alors la première question, nous allons la poser à M. Hassan Kone avec nous dans le studio. Quel est votre avis sur les 3 ans d'IBK? Et bonsoir. Avis mitigé. Arrêtez comme vous venez d'introduire le débat. Et les tenants du pouvoir estiment que le bilan est positif. L'opposition pense que le bilan est extrêmement négatif. Et peut-être il va falloir diviser la poire en deux et dire que sur certains aspects, il est clair que le pouvoir avance des chiffres. Mais en réalité, quand on analyse la situation de près, on constate qu'on n'a pratiquement pas bougé en 3 ans. On n'a pratiquement pas bougé. Et surtout que nous savions que le président IBK a été élu pour des objectifs bien précis. Cette grande mobilisation populaire qui a soutenu sa candidature, c'était pour le retour rapide de la paix au Mali. Et notamment sur la base du slogan de sa campagne. Et l'honneur, et je me perds un peu, l'honneur et dignité. Oui. L'honneur et dignité pour les Maliens, c'était cette base-là un peu, c'est résumé, c'est un peu schématisé, c'est pas peut-être le slogan normal. Et c'était sur cette base qu'il avait été élu. Donc, quel que soit le bilan, moi personnellement, quel que soit le bilan qui va avancer sur les 3 années, quand ce résultat n'est pas atteint, je pense que le bilan pose problème. Le bilan pose problème. Et voulez-vous dire par cela que le bilan est négatif? Oui, sur une note de 10, nous sommes autour de 4. 4 sur 10 pour le président IBK, oui, avec 3 années de présidence. Alors, monsieur Paul Mben, journaliste indépendant, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous en direct. Bonsoir. Alors, quelle lecture faites-vous des 3 années d'IBK à la tête du Mali? Oui, je vais faire un peu mon confrère Hassan Kone qui est mitigé sur le bilan d'IBK parce que en 3 ans de mandat, vous avez vu vous-même, les chiffres le parlent, les faits le parlent. On a eu plusieurs gouvernements successifs. Le tout dernier date de moins de 2 semaines. C'était un clash que les Maliens ont reçu au fond le vendredi. Avec le changement brusque du ministre de la Défense et puis un petit remaniement ministériel, un petit réaménagement. Je crois que si le président IBK a été élu avec plus de 67... Paul Mben, vous êtes avec nous? Alors, nous l'avons perdu. On va essayer encore de trouver Paul Mben, qui est journaliste indépendant. Yehia Tandina, lui, est correspondant de l'ORTM à Tombouctou. Bonsoir, Yehia. Bonsoir, Yehia.
Bonsoir. Alors, de votre côté, à Tombouctou, qu'est-ce que la population pense des 3 années de d'Ibeka? Effectivement, d'abord, l'une des premières préoccupations des populations de Tombouctou, c'était de voir la sécurité se rétablir. Malheureusement, sur ce côté, jusqu'à preuve de contraire, les populations, c'est vrai, dans les grands centres, il y a un peu de quiétude, mais aux environnants, ça pose problème de circuler. Mais cependant, il faut reconnaître qu'à Tombouctou, il y a une certaine ferveur autour de la personne d'Ibrahim Boubacar Keïta, car nous avons vu des grands chantiers qui ont pu voir le jour, en l'occurrence la route Nyono-Tombouctou qui avance progressivement. C'était des travaux qui ont démarré sur Amadou Toumani Touré et qui aujourd'hui qui ont été interrompus avec la crise de 2012. Aujourd'hui, ces travaux ont redémarré et nous avons déjà près de 200 km qui ont été entièrement bitumés. Ça, c'est le salut du départ par les populations de Tombouctou. Aussi, d'autres grands chantiers, la route Tombouctou-Kabara, qui constitue un casse-tête pour ces populations, aussi est en plein chantier également. C'est même en cours, actuellement les travaux sont en cours. Et aussi, la route Tombouctou-Koréomé, qui a été également dont les travaux sont en cours. Il faut reconnaître que nous avons la 3e centrale thermique du Mali, après Bamako, c'est après Tombouctou. Ce chantier aussi est fini, complètement fini, et bientôt toute la région sera électrifiée. Donc voilà au moins quelques signes qui prouvent à suffisance que les populations de Tombouctou doivent beaucoup à Ibeka pendant ces 3 années. Mais je voudrais aussi dire tout de suite, toujours dans la même lancée de chantier, c'est vrai, même si c'est des partenaires internationaux, en tout cas de cette façon à Tombouctou, voir les mausolées reconstruits, ça aussi, ça a été vraiment sanitaire. Et toutefois, les populations vraiment vivent ce temps de joie quand même avec les 3 années du dernier de la Oui, M. Tandina, tout de suite, M. Hassan Koné disait que s'il devait noter le président de la République, il lui donnerait une note de 4 sur 10. Pensez-vous que s'il devait être noté le président de la République à Tombouctou, il aurait plus de notes que celle qui lui a été donnée par M. Hassan Koné? Bon, dans le Nord en général, c'est sûr qu'il sera mal noté, parce que d'abord, la priorité des populations, comme je disais, c'était la sécurité. Et pour l'instant, les populations ne parviennent pas à avoir toute sécurité, ça ne se sent pas. Et quand vous voyez déjà des attaques qui se trouvent même aujourd'hui actuellement au centre, à Boni, c'est très, vous avez vu ce qui s'est passé il y a 3 heures ou 4 heures de temps, l'armée est encore tombée dans une embuscade, ce qui prouve à suffisance que jusque-là, l'insécurité est en train de placer dans le pays. Alors, on revient ici dans le studio. M. Hassan Koné, à l'occasion de ces 3 ans, le président de la République a accordé une interview lors de laquelle il a assuré la population en disant qu'il trouvera des solutions quant aux problèmes sécuritaires. Quelle lecture faites-vous, vous, de cette interview? Enfin, l'interview, c'est devenu une tradition. C'est devenu une tradition depuis un certain nombre d'années, depuis que la démocratie malienne est de retour. Et chaque année, on voit le président de la République à l'occasion de l'anniversaire de son accession au pouvoir qui reçoit 2 ou 3 journalistes. Oui, mais lors de son intervention, qu'est-ce que vous avez retenu qui est important? Bon, en réalité, il faut reconnaître que c'est une action de communication. C'est une action de communication, mais qui ne répond pas forcément aux attentes de la population. Là, après, vous avez vu toutes les critiques qu'il y a eu après cette émission à la télévision. Des gens ont estimé que certains journalistes étaient complaisants dans leurs questions. Bon, mais c'est une activité de communication qui vaut ce que ça vaut. Moi, personnellement, je n'ai pas été impressionné parce que c'est déjà entendu. C'est déjà entendu. On nous promet de prendre des mesures. C'est vrai qu'il y a une loi, comment ils appellent ça? La loi militaire, là, qui a été adoptée, qui est financée à hauteur de plus de 1000 milliards. Je me demande si toutes ces ressources sont mobilisées ou la mobilisation est faite de façon progressive. On reviendra concernant les questions sécuritaires. OK. On passe la parole à M. Paul Mben. Vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. La liaison était coupée. Alors, selon vous, quels sont les aspects positifs du mandat d'Ibeka après 3 ans au pouvoir?
les aspects positifs, ils sont très peu. Bon, moi je crois que quand je disais avant que la ligne ne soit interrompue que s'il y a eu la volonté du président Ibeka de vouloir mettre en œuvre les idées qu'il avait émises pendant la campagne présidentielle, je crois que il y a eu un mauvais départ, parce que déjà quand vous arrivez de l'extérieur, vous trouvez que votre maison est à moitié endommagée. Vous ne commencez pas par acheter des véhicules, mais plutôt de réparer la maison. Le premier faux pas a été l'achat de cet avion que tout le monde a critiqué. Mais bon, c'est le Mali. Bon, les Maliens ont un peu pardonné. Ils ont pensé que bon, ça allait s'améliorer. Et de jour en jour, vous voyez la situation sécuritaire pour laquelle, surtout, on a voté Ibeka. C'est le statu quo. Peut-être même qu'elle a encore pris une ampleur plus grave avec les attaques à répétitifs. La communauté internationale qui était venue nous aider a été même chassée des routes que nous fréquentons. Et moi, je crois que vraiment le mandat d'Ibeka, les côtés positifs, bon, s'il y en a eu, il y a des côtés positifs. Mais ils sont très peu, si bien qu'on ne les voit pas. C'est plutôt les faux pas, les actions qui ne sont pas vraiment à la hauteur, qui ont un peu couvert cela. Moi, je ne parlerai pas vraiment d'un bilan positif des 3 années d'Ibeka. Il peut mieux faire, peut-être qu'il veut mieux faire. Voyons voir. Son intervention à la télé, je l'ai suivie comme tout le monde. Bon, comme Hassan Koné le disait, c'est normal. Quand on est au pouvoir, on est appelé souvent à s'expliquer par rapport à certains problèmes. Ibeka s'est exprimé, mais sans vraiment convaincre. Donc, vraiment, moi, c'est l'analyse que je peux faire des 3 années. Ok. Alors, on va donner la parole maintenant à M. Yaya Tandina depuis Tombouctou. Monsieur Tandina, M. Paul Ben vient tout juste de dire que même s'il y a des côtés positifs dans le bilan, après 3 ans, on ne les voit pas. Est-ce que vous voyez le côté positif de son bilan? Allô? Allô? Oui, M. Tandina, je répète la question. Je disais que, en posant la question, quels sont les côtés positifs du bilan d'Ibeka, M. Paul Ben vient de nous dire que même s'il y en a, on ne les voit pas. Il a signalé quelques côtés négatifs. Est-ce que vous voyez des côtés positifs? Bon, ce que je dis, c'est purement transversal. Mais quand on fait comparativement au niveau de tout le Nord, je dis qu'actuellement, on ne sent rien, aucun impact par rapport à l'arrivée d'Ibeka à la tête de ce pays. Mais je dis à Tombouctou, il y a quelques signes, parce que là, il faut se le dire, avec la complicité de la communauté internationale qui tenait quand même à cette ville, il y a eu la restauration des mausolées, le goudron financé par l'Union européenne aussi a vu le jour, et la centrale thermique qui a quand même un effort du gouvernement malien, ça c'est des signes visibles. Et ensuite, la réhabilitation de tous les bâtiments sociaux de base de l'administration, tout ça c'est sur place. Aujourd'hui, vous n'avez aucune empreinte quand même des occupants de déséquilibre. Ça, quand même, c'est visible et palpable. Merci, M. Tandina. Alors, nous allons observer une petite pause avant de revenir dans le studio pour commencer la deuxième partie de ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le Forum de la presse et pour commenter l'actualité qui a marqué la semaine, nous sommes avec 4 journalistes. Il s'agit de Paul Ben, journaliste indépendant, Yaya Tandina, correspondant ORTM de Tombouctou et Hassan Koné de NotreNation.com. Alors, je le disais dans l'introduction, une révision de la loi électorale est prévue par les autorités. Elle prévoit de faire passer la caution pour l'élection présidentielle à 35 millions de francs CFA. Celle-ci était de 10 millions en 2013. De plus, le nouveau texte exige le parrainage de chaque candidat à cette élection par 15 députés ainsi que 5 conseillers nationaux. Lors des dernières élections, ce quota était limité à 10 députés. Cette dernière mesure est contestée par de nombreux partis politiques qui dénoncent une loi taillée sur mesure pour certains partis qui disposent de ce nouveau quota de députés envisagé. Qu'en dites-vous, M. Hassan Koné? Moi, je me pose des questions sur l'opportunité de cette démarche. Vous pensez qu'on ne devrait pas réviser cette loi? Dans le contexte actuel,
quelle est l'opportunité d'une telle démarche? Moi, je pense que le pays a tellement de chantiers, il y a tellement de priorités qu'on n'a pas le droit, en cette période-là, de démobiliser les Maliens sur des questions aussi secondaires. Oui, mais certains partis de la majorité estiment que l'adoption de cette nouvelle loi est nécessaire car elle va corriger les insuffisances de l'ancien texte de 2006 et intégrer les acquis de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Mais la loi électorale, mais sur les questions, ces questions-là, 35 millions, l'augmentation de 35 millions, à quoi avoir l'accord de paix? Oui. Et l'augmentation du nombre de députés qui doivent avaliser la candidature et d'un citoyen malien qui veut se présenter à la candidature de la présidente, à quoi avoir? Ce n'est pas l'intégralité du texte, c'est la partie qui est regrettée par l'opposition. Oui, mais c'est dommage. On aurait pu éviter des modifications sur ces aspects qui posent problème. Parce que ce n'est pas les partis, ce n'est pas les autres partis qui posent problème. C'est ces partis-là, ces augmentations de 15 députés, de 35 millions-là. Ça n'a rien à voir avec la mise en œuvre de l'accord de paix. On aurait pu éviter des trucs comme ça dans la loi et garder le statu quo sur cet article 147, je pense. On pouvait garder le statu quo là-dessus et continuer. Alors, Monsieur Paul Mben, vous pensez que cette loi devrait être adoptée par l'Assemblée nationale parce que cette discussion est en cours, elle devrait être adoptée ou pas ce soir même? Pensez-vous que cette loi qui vise la révision électorale devrait être adoptée par l'Assemblée nationale? Moi, je crois que, comme mon confrère Hassan Koné l'a dit, nous avons plus sérieux à faire, à entreprendre dans ce pays. Nous avons beaucoup de problèmes qui sont vraiment sur la table, que nous devons gérer. Et j'ai l'impression que chaque fois que un ministre ou bien un groupe de ministres veut se faire un peu remarquer par le président de la République ou par la population. Oui, si je comprends bien, vous voulez dire que le moment n'est pas opportun, mais est-ce qu'il est nécessaire de réviser cette loi? Pardon? Est-ce qu'il est nécessaire de réviser cette loi? Il est nécessaire de réviser, peut-être qu'il est nécessaire de réviser cette loi, mais vraiment le moment n'y est pas. Vraiment, on a d'autres problèmes à régler. 35 millions d'euros. Chaque jour, on répète, je l'ai dit dans un débat précédent, chaque jour, on nous répète, on nous bassine les oreilles à longueur de journée que nous sommes dans un pays pauvre. Dans un pays pauvre, vous voulez qu'un candidat paye 35 millions pour se présenter et d'autres critères? Mais on veut créer des narco-états ou quoi? Ça, c'est pas du tout vraiment opportun en ce moment. Ok. Yehia Tandina, est-ce que vous pensez que certains partis pensent que les élus communaux devraient aussi être pris en compte dans le parrainage des candidats? Ils estiment qu'ils sont représentatifs des populations locales. Pensez-vous qu'ils ont raison ou pas? Moi, je pense que réellement, le gouvernement devrait nous épargner quand même d'un peu de débat. Mais tout ça, c'est l'inconvénient du tâtonnement. C'est ce qui nous induit dans de telles démarches. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas à cette question, et surtout que cela n'a jamais été signalé dans le projet de société du président de la République. Je crois que pour le moment, on devrait s'atteler à d'autres questions qui sont prioritaires, plus que ce qu'on est en train de demander. En plus, il faut tenir compte des aspirations des Maliens. Après les 5 ans d'IBK, les Maliens ont besoin d'avoir un homme nouveau. Cet homme nouveau peut ne pas avoir cette somme, peut ne pas être un homme populaire, mais quand même peut avoir des compétences pour diriger le pays. Mais s'il y a des obstacles devant lui, vraiment je crois que l'aspiration des Maliens ne sera jamais répondue. Alors, nous allons aborder le deuxième volet de ce débat. Au nord du Mali, les attaques de bus et des camions se multiplient, paralysant la libre circulation des personnes et des biens. Le phénomène se développe de plus en plus ces dernières semaines, créant l'incompréhension et la colère des habitants du Septentrion. Qu'est-ce qui explique la recrudescence de ces attaques? On reste avec vous, M. Yehia Tandina, correspondant de leur thème à Tombouctou. Bon, comme je l'ai dit aujourd'hui d'ailleurs, si vous voulez, on peut dire carrément que la violence est transférée vers le centre du pays. Et dans ce nord, ce que nous remarquons, c'est que dans la plupart des cas, c'est les mêmes milices, qu'elles appartiennent à la plateforme ou bien à la SEMA, elles sont à l'origine de tout ce qui se passe au nord du pays. Et parce que nous avons remarqué que quand c'est les djihadistes qui attaquent, elles revendiquent, ces organisations revendiquent. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
Et donc aujourd'hui, les braquages et autres sont non seulement dus à la lenteur quand même du cantonnement de ces éléments, mais aussi à l'incivisme de certains combattants qui ne comprennent même pas pourquoi ils sont là. Voilà, donc je crois qu'on doit revoir tout le système. Sinon, actuellement, la question de l'insécurité est vraiment sur ses origines au niveau de ces milices. Oui, hier, il y a les FAMA, la force Barkhane et la MINUSMA qui se sont engagés à escorter les transporteurs dans leur déplacement entre Gao et Ansongo parce qu'il y a les transporteurs qui avaient grévé cette semaine. Est-ce que vous pensez que c'est la solution? Non, ça, c'est pas la solution. La solution, c'est qu'on a mis en place un mécanisme pour l'opération, la coordination pour l'opération du mécanisme qui s'appelle le MOC. Et tant que ce MOC n'est pas là pour mettre en ligne tous les hommes et de toutes les organisations des branches armées, ce serait difficile à ce que vraiment on retrouve cette quiétude. Et cela n'est pas fait. Et je vous dis tout simplement un exemple. Vous avez vu la semaine passée, Barkhane a tout fait pour faire rentrer l'armée malienne à Bel. C'est impossible par la réticence de certains officiers qui pensent que le devoir est du MOC de le faire. Et si le MOC aujourd'hui ne dispose d'aucun moyen pour pouvoir commencer le travail. Et si cela n'est pas fait, ni les patrouilles, ni la reprise des terrains par l'armée malienne ne serait possible. Donc je crois que ceux qui sont en train de faire et puis vous voyez, ils le font une semaine, 2 semaines après, ils vont lâcher et puis paf, ça va reprendre encore avec possibilité. Oui. Monsieur Paul Mben, les populations regrettent un manque de volonté politique à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Avez-vous la même lecture de la situation? Non, vous savez, le contexte est très difficile. En abordant ce sujet, je voudrais quand même informer l'opinion nationale et internationale que la première tranche des convois de camions escortés vers Ménaka sont arrivés cet après-midi, vers 17h. La deuxième tranche arrive certainement demain. Donc c'est un soulagement pour les populations de Ménaka. Cette opération a été mise en place grâce à la coordination du gouvernorat de Ménaka, de Gao, la force Barkhane et MINUSMA. Barkhane qui a ratifié un peu le tronçon Ansongo-Ménaka parce que c'était le plus dangereux. Donc on dit que la volonté politique nationale manque. Vous savez, quand vous ne connaissez pas très bien les axes routiers que ces camionneurs empruntent, bon, on peut quand même spéculer, mais c'est des axes routiers qui sont très très difficiles à pratiquer. Et les camionneurs qui circulent sont vraiment vulnérables parce que vous ne pouvez pas rouler très vite et les embuscades sont monnaie courante. Donc, je crois que, bon, la volonté politique, c'est pas ça, mais il faut quand même qu'on mette en place ce mouvement opérationnel conjoint que mon confrère Tandina évoquait tantôt. C'est vrai que ça traîne, c'est parce que les groupes armés ne sont pas vraiment partants, surtout ceux de la CMA. Mais j'espère très bien qu'ils reverront un peu leur copie et que vraiment on mettra en place ces patrouilles mixtes qui seront vraiment salutaires pour tous les axes du nord du Mali. Parce que, sans vous mentir, à l'approche des fêtes, à la fête de Ramadan, c'était le même scénario. On attaquait tout. Même les bus qu'on n'attaquait pas avant étaient attaqués. Et sur l'axe Ansongo-Ménaka, avant, on arrêtait les camions pour les pieds. Maintenant, on enlève des camions entiers. Donc, est-ce que voulez-vous dire que la sécurité devrait être renforcée à l'approche de la fête? Parce que la fête est prévue pour le lundi tout près. Oui, mais bien sûr, mais oui, la sécurité doit être renforcée à l'approche de la fête. Pourquoi il y a actuellement, ça c'est une information que je vous donne aussi, il y a actuellement une opération conjointe Barkhane-Fama sur la zone Ansongo, Ménaka et un peu plus plus à l'est vers le Niger pour essayer un peu de canaliser ou bien de neutraliser ces bandes armées qui saisissent, c'est des bandits qui sont là. La sécurité doit être renforcée à l'approche de fête, ça c'est vrai, mais elle doit être continuelle. C'est pourquoi je disais tantôt que ce mouvement opérationnel conjoint doit être rapidement mis en place et qu'on commence avec les volontaires et peut-être que les autres groupes vont suivre. Monsieur Hassan Koné, pensez-vous, vous aussi, que c'est le mécanisme opérationnel de coordination qui serait la solution pour lutter contre toutes ces attaques qui se multiplient?
Enfin, je ne dis pas que ce mécanisme serait la solution, hein, mais je me dis quand même s'ils ont décidé de mettre en place un mécanisme, et on va bientôt vers plus d'1 an, et quand le mécanisme n'arrive pas à démarrer, moi je me demande si vraiment s'il y a une volonté d'aller vers la paix et la sécurité. Donc vous rejoignez les populations qui regrettent qu'il n'y ait pas une volonté réelle. Je suis entièrement d'accord avec la population, que ce soit du côté de l'État malien, que ce soit du côté de la MINUSMA, que ce soit du côté de la force Barkhane. Je pense qu'il n'y a pas une volonté réelle d'aller rapidement vers la paix et la sécurité sur le territoire malien. Ok. Alors, Monsieur Yaya Tandina, nous allons avec vous encore. Une cache d'armes et de munitions a été découverte mardi par la brigade de la gendarmerie de Tombouctou. Cet important arsenal composé d'armes de guerre et de diverses munitions a été dissimulé dans un quartier du centre-ville. Cette découverte devrait-elle inquiéter les autorités et les populations sur place là-bas? Oui, effectivement, ça a été la grande surprise pour les populations de Tombouctou. D'abord, à savoir, c'est la Médina, basée sur le cœur de la ville, ensuite le poumon de l'économie. Parce que je vous dis, au moment où, quand les FAMA faisaient leur opération pour pouvoir investir ce bâtiment, déjà une grenade défensive a été dégoupillée. Donc là, c'est pour empêcher toute intervention. Et c'était en plein marché. Il suffit seulement que quelqu'un puisse le toucher au pied et puis pour que tout ce qui était à côté puisse être touché par... ensuite, il faudrait reconnaître que d'abord, moi je dis que ça n'a rien à voir avec le comportement du terrorisme, mais c'est dû seulement à la lenteur du cantonnement, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez des sudistes qui débarquent ici en nombre tous les jours. Parce que si vous prenez le tronçon Tombouctou-Mopti, c'est 4 ou 5 véhicules qui rentrent par jour. Et dans la plupart des cas, c'est des jeunes sudistes qui viennent pour se faire cantonner. Et dans ces conditions, on leur impose, il y a des obligations. D'abord, il faudrait avoir des armes. Et après ces armes, le candidat doit dire quel poste il veut. Et c'est devenu un point de commerce. C'est dans ce contexte que vous voyez, ces armes qui ont été retrouvées sont pour la plupart des munitions, des équipements et des armes de l'armée malienne. Donc la question c'est de savoir comment cet arsenal est arrivé dans ce bâtiment et à qui ça appartient. Alors, des enquêtes ont été ouvertes là-bas à Tombouctou. Où en sommes-nous? Une enquête a été ouverte. Les officiers de l'armée malienne disent que le corps est en fuite. Et ce qui pose un petit problème, des personnes sont soupçonnées par-ci par-là, qui sont interpellées tous les jours. On les questionne, on les libère, mais on ne parvient pas à voir clair. Donc, en tout cas, moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit s'interroger à savoir comment est-ce que les équipements de dernière dotation, je vous dis, parce que quand vous voyez les gilets pare-balles, c'est des gilets pare-balles qui sont arrivés courant 2016. Alors, comment des équipements comme ça peuvent se retrouver quand même dans un bâtiment privé au centre-ville à Tombouctou? J'espère que les enquêtes nous donneront des réponses à ces questions. Alors, Monsieur Koné, la découverte a été possible grâce à la coopération des populations. Cela peut-elle avoir des conséquences sur elle? Et non, je pense que quelle que soit la conséquence qu'une telle découverte peut avoir sur la population, il va falloir que la population malienne s'implique pour sa propre sécurité de plus en plus. Oui, mais est-ce que les forces de sécurité ne devraient pas aussi renforcer la sécurité des populations vu qu'elles commencent déjà à s'impliquer? Est-ce que les bandits ne vont pas s'attaquer à elles? Oui, mais moi je ne crois pas à une telle découverte si c'est l'œuvre de bandits. Je pense que c'est un réseau mafieux qui est impliqué quelque part, comme l'autre le dit. Par rapport au DDR, il est clair qu'on va demander à des gens de se présenter avec des armes. Donc je pense que c'est un réseau mafieux qui s'est mis dans un commerce, surtout que selon ce que le journaliste de Tombouctou vient de dire, je n'ai pas la preuve, il estime que c'est des armes qui appartiendraient à l'armée malienne. Comment dans cette période on estime que notre armée n'a pas suffisamment d'armes, que tout ce stock d'armement puisse se retrouver dans un bâtiment privé. Ce bâtiment appartient à qui? Qui a transporté ces armes dans ce bâtiment? Comment ces armes sont arrivées dans ce bâtiment? Des gens autour de ce bâtiment ont sûrement vu des gens entrer avec les armes dans ce bâtiment. Donc l'enquête, si on veut vraiment la mener, c'est clair qu'on n'a pas besoin de 1 an, 2 ans, 3 ans pour cette enquête. En une semaine, si on veut que la vérité transparaisse, on saura toute la vérité. Mais je pense que de plus en plus, il faut que la population malienne s'assume, ouvre les yeux
informe les forces de police et de sécurité sur tout ce qui est anormal autour d'elle. La deuxième pause avant d'entamer la troisième partie de ce débat. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Mesdames et messieurs, c'est toujours le forum de la presse. 4 journalistes pour commenter l'actualité de la semaine. Paul Mben, journaliste indépendant qui est au téléphone. Yehia Tandina, correspondant au RTM Tombouctou, également au téléphone. Et Hassan Koné de NotreNation.com. Nous allons rester toujours dans le cadre sécuritaire. Suite à la multiplication des attaques contre les positions de l'armée, le ministre de la Défense a été limogé et les autorités ont pris un certain nombre de mesures, notamment le renforcement des capacités opérationnelles. Ces mesures pourront-elles changer quelque chose? La question est adressée à M. Paul Mben, journaliste indépendant. Oui, avant de venir à cette question, je voulais amener une petite précision par rapport à l'intervention de mon confrère Hassan Koné sur le MOC. La volonté du gouvernement, si vous fréquentez le Nord, elle est visible. Hein, les véhicules, tous les véhicules du MOC sont là, ils sont achetés, ils sont opérationnels. La coordination, elle est opérationnelle. Maintenant, ce qui reste, c'est les groupes armés. Je voulais apporter cette précision. Maintenant, par rapport au renforcement de l'opérationnel sur le terrain, je crois que c'est une bonne chose parce que, vous savez, je suis à Ménaka actuellement et la dernière attaque s'est produite de façon un peu banale, des gens qui passaient à moto et actuellement c'est le style, c'est un peu la mode, les attaques se font à moto et par exemple, pour vous donner un exemple banal, hein, nos forces de sécurité, des forces armées et de sécurité n'ont pas par exemple les moyens de détecter un danger à plus de 150 mètres la nuit. Hein, il faut par exemple des talkies pour essayer vraiment de communiquer. Il faut des lampes un peu éblouissantes pour arrêter, pour stopper. Je suis actuellement ici au logement du gouverneur pour essayer de dissuader les éventuels assaillants. Il faut qu'on crie, il faut souvent qu'on fasse des rafales pour que les gens retournent. Donc je crois qu'il faut des moyens, hein, il faut des moyens assez conséquents, il faut des ordres assez conséquents pour que nos forces armées qui ont de la volonté, elles ont de la volonté, mais souvent sur le terrain, il leur manque vraiment de moyens. Il faut donc renforcer. Le renforcement... Ok. Maintenant, mais est-ce que les mesures qui sont prévues par l'État, le renforcement des capacités opérationnelles, le limogeage du ministre de la Défense, ces différentes choses, est-ce qu'elles peuvent changer quelque chose concernant la sécurité? Bon, le limogeage du ministre de la Défense, ça c'est purement politique. Hein. Je ne dis pas que Tchéman Hubert Koulibaly n'a pas fauté, il a fauté. Bon, moi, je ne veux pas commenter sur son limogeage parce que c'est purement politique. Est-ce que celui qui l'a remplacé fera mieux que lui ou bien son prédécesseur a fait mieux que lui? Ça, la population malienne en jugera. Mais je crois qu'il est temps aussi, ça c'est mon avis personnel, il est temps qu'on mette à la tête du ministère de la Défense un militaire qui a vraiment un respect. Vous pensez que les civils ne peuvent pas gérer? Non. Les civils ont assez montré leurs limites par rapport à la gestion. Moi, je le disais souvent en rigolant, les civils qui sont au ministère de la Défense sont comme des arbitres de ping-pong. Je pense que M. Hassan Koné veut réagir par rapport à cela. Êtes-vous d'accord avec M. Paul Mben par rapport à cette question? Les civils ne peuvent pas gérer. Il pense qu'il faudrait mettre un militaire au niveau du ministère de la Défense. Bon, je pense que ça, c'est des choix politiques. C'est des choix politiques. Le président de la République n'est pas obligé de nommer un militaire. Et puis rien ne prouve qu'un militaire ferait un bon ministre de la Défense. Et il y a des civils qui peuvent être très bons ministres de la... Des civils pourraient être très bons ministres de la Défense. Il suffit seulement peut-être qu'on accepte, qu'on refuse certains bisbis, que le ministre... Vraiment en cette période où on a vraiment besoin de toutes les ressources nécessaires pour mettre ce pays-là sur les jambes, il faut qu'on refuse certaines petites magouilles. Et là, je reviens, je ne suis pas convaincu que le départ du ministre et Koulibaly est lié à ces escarmouches un peu partout sur le terrain. Je pense qu'on ne nous a pas donné d'explication par rapport à son départ et cela pourrait s'expliquer par autre chose.
c'est possible. Ok. Mais est-ce que vous pensez que les mesures qui sont annoncées concernant notamment le renforcement des capacités opérationnelles peuvent changer quelque chose? On parle de la mise en place de certains commissariats à Bamako ici. Non, ça c'est le commissariat à Bamako, comme vous le dites. Les attaques, c'est où? C'est à Nampala, c'est actuellement dans la zone de Gossi, c'est à Boni, c'est un peu dans le centre du Mali, Téninkou. Donc c'est là-bas qu'il faut aller apporter les solutions. C'est la proposition récente du ministre de la Sécurité intérieure, là. Moi, je pense que ça, c'est une autre dimension de la question. Ça, c'est une autre dimension de la question. Aujourd'hui, le Mali est à un niveau où on est confronté, on est en train de dire des bandits armés. Moi, je me pose la grande question. Qui sont ces gens-là qui attaquent des positions militaires? Un bandit armé va aller attaquer des positions militaires? Le bandit a peut-être ceux qui attaquent peut-être les cars pour dépouiller la population. Je peux parler des bandits armés, mais quand quelqu'un va attaquer des positions militaires pour ramasser des véhicules, pour ramasser des armes, ce ne sont pas des bandits armés. C'est quelque chose qui est en train de se tramer en sourdine et ça va nous éclater à la figure si on ne prend pas des dispositions. Monsieur Yehia Tandina, vous êtes correspondant de leur thème à Tombouctou. Comment la population du Nord, notamment celle de Tombouctou, voit la méthode, la stratégie proposée par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure concernant la sécurité? Non, en réalité, le problème pour les populations, ça ne se situe pas à ce niveau. Parce que ce qui est sûr, l'armée restera toujours sur décision politique. Donc, commettre un civil ou bien commettre un homme politique, ça revient à la même chose. Mais je crois que quand on a parlé de la réforme de l'armée, la première des choses, c'est d'abord de changer la mentalité quand même des éléments, des hommes de troupes. Et sur ce plan, vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui de faiblesses qui se font remarquer, que ce soit au niveau même des forces alliées. Vous remarquez que les militaires sont un peu distraits avec les téléphones, ils sont connectés sur Internet. Je crois que tout ça, ça doit être interdit. Au moment où vous êtes déjà sur des terres des opérations, on doit abandonner tout ça. On doit avoir des téléphones qui ne peuvent seulement que prendre des appels ou bien appeler, éviter tout ceci. Donc on doit amener chaque militaire au moins un téléphone simple pendant l'heure du travail. Sinon, tant qu'on continue avec ces distractions, ils sont moins concentrés. Alors à tout moment, même des bandits armés bien organisés, parce que leur façon de s'exprimer, c'est pas de la violence. Ils peuvent bien affronter un contingent entier. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Parce qu'il y a des organisations aujourd'hui armées qui sont bien formées, qui sont des grands stratèges. Ils savent à quel moment ces gens-là sont distraits et qui les attaquer. Donc je crois que d'abord, la réforme, ça devrait commencer d'abord par la mentalité de ces militaires. Ils comprennent que d'abord, ils ont signé pour mourir au nom de ces populations. Et ce qui fait qu'on n'applaudit pas quand ils meurent. On n'aime pas d'ailleurs. Nous voulons certainement une victoire pour l'armée. Mais aujourd'hui, c'est déplorable ce qui se passe. Parce qu'à chaque fois, vous trouvez que c'est des gens qui ne sont pas concentrés, et qui fait qu'ils tombent dans des embuscades, ils ne sont pas dans des positions pour se défendre, et finalement, c'est ce qui fait la débandade. Je crois que la solution, ce n'est pas seulement de changer les ministres, mais il faudrait revoir les hommes de prix. Okay. Alors nous allons aborder un peu le contexte du processus de paix. Un nouveau groupe dissident du MNLA est né, son nom Mouvement pour le salut de l'Azawad. Ses responsables comptent prendre en compte les préoccupations fondamentales des populations qu'ils représentent. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali s'est rendu en Mauritanie. À l'ordre du jour, la relance du processus d'application de l'accord d'Alger. Alors, Monsieur Hassan Koné, on entend maintenant moins de choses concernant le processus de paix. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, je pense que le processus de paix est rentré en berne. Je pense sincèrement que depuis cette tentative je dirais pas du Gatia, mais de Imgad, de prendre Kidal, a énormément posé problème. Ça a même déplacé le débat parce que les gens ne font pas une analyse. Les récents combats dans cette zone à Kidal, ce n'étaient pas des combats entre la SEMA et la plateforme. Ce n'étaient pas des combats non plus entre le Gatia et le HQA. Il y a eu un communiqué qui a été produit par les Ifogas et les Imgad, où ils ont été très précis. Ils ont demandé à tous les Touaregs de se mettre à l'écart de ce combat, que c'est un combat entre Imgad et Ifogas pour le contrôle de Kidal. Donc le débat est devenu communautaire. Le combat a été déplacé sur un autre terrain
qui pose énormément de problèmes. Et je pense que quand ça va continuer comme ça, nous allons petit à petit vers la solution de ce problème. Parce que cela démontre qu'aucune république n'est possible aujourd'hui entre le Mali et l'Algérie. Okay. Alors, M. Yehia Tandina, M. Hassan Koné pense que c'est le problème de Kidal entre les IFOAS et les IMRAD qui ralentit les discussions autour du processus de paix. Est-ce que vous pensez la même chose? Bon, moi je crois que d'abord le premier aspect pour la réconciliation, pour l'application même de l'accord, c'était d'abord lié à l'intervention financière quand même de tous les amis du Mali. Et jusque-là, moi j'ai suivi la dernière fois le président de la République qui demandait à ces gens qui ont pris des engagements de bien les tenir. Ça c'est un aspect, parce que si vous voyez que le monde est opérationnel, si vous voyez qu'il y a beaucoup de dysfonctionnalités, c'est dû seulement parce qu'il n'y a pas les moyens aujourd'hui nécessaires pour pouvoir appliquer l'accord. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième aspect, effectivement, c'est-à-dire, malgré qu'il n'y a pas les ressources financières, de quoi qu'il devrait avoir une volonté politique, il devrait s'afficher aujourd'hui, il doit prouver aux communautés que je voudrais vraiment imposer la paix, mais malheureusement, je n'ai pas ces moyens-là. Cela ne se fait pas sentir. Alors, moi, je souhaiterais d'abord, que dans un premier temps, que le président de la République vienne dans ces régions du Nord, qui, depuis son élection jusque-là, n'a pas fait un salut officiel. Donc, pour revoir ces populations, dans quelles conditions elles vivent, et puis leur expliquer le problème, la solution pourra être trouvée. Mais si nous restons comme ça, tout se gère à Bamako, seulement au sud, les populations du Nord auront le problème autrement, et cela peut toujours créer des mécontents, et cela peut toujours aussi rétablir l'accord, car en plus des moyens des partenaires, il faudrait aussi savoir qu'il peut avoir l'accompagnement de la notabilité, par des bénédictions, par des influences, autre chose. Cela peut faire marcher la chose. Par rapport à Kidal, je voudrais juste donner un mot. Et effectivement, le débat est purement communautaire, mais cela peut influencer sur l'ensemble du septentrion, que les gens comprennent ceci. Parce que vous avez des Zingad à Gao, vous avez des Zingad à Temouki. Vous avez des Ivogas à Gao, vous avez des Ivogas à Temouki. Et tant que le problème n'est pas résolu là-bas, ça risque alors d'affecter le reste du Nord. Et cela n'est pas au bénéfice des Maliens. Alors, M. Paul Mben, un nouveau groupe dissident du MNLA est né, son nom Mouvement pour le salut de l'Azawad. Quelles peuvent être les conséquences de la création de ce nouveau mouvement sur le processus de paix, selon vous? Les conséquences, elles seront comme celles qu'on a connues avec la création d'autres groupes armés au début des négociations d'Alger. Vous savez, les groupes armés n'acceptent pas ce qu'on appelle la démocratie. Donc, quand quelqu'un veut avoir une voix dissonante, bon, on l'écarte, et quand on l'écarte, il crée un autre groupe armé. Je suis à Ménaka actuellement et le nouveau groupe armé se trouve ici. Et je voudrais aussi réagir par rapport à ce que Hassan Koné a dit. Au fait, il faut qu'on comprenne quelque chose. Quand les combats éclatent à Kidal, tous les groupes armés, que ce soit de la plateforme de la CEMA, quittent Ménaka par exemple, ils sont revenus il y a une quinzaine de jours, ils quittent Ménaka pour aller prêter main forte à Tok. Donc quand on dit que c'est Imrad et Ifoas, moi je crois que c'est un peu minimiser la chose, c'est général. Et pour la mise en place par exemple des autorités intérimaires, Ménaka est une exception, mais on n'a pas pu le mettre en place parce que à Kidal il y avait des combats. Et à Ménaka il n'y avait pas de combats, mais on n'a pas pu le faire parce que ça touche un peu en général toutes les trois régions quand les combats sont à Kidal. Ok, merci M. Paul Mben. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis d'aborder la question Tabaski, mais je vous renvoie sur notre site web www.studiotamani.org. Hier, on a fait un débat là-dessus en langue bamanankan. La version vidéo également est disponible. Alors, c'est tout pour ce forum de la presse qui vous a été présenté par Mohamedou Touré. Je vous rappelle qu'on avait comme invité Paul Mben, journaliste indépendant, Yehia Tandina, correspondant ORTM Tombouctou, et Hassan Koné de NotreNation.com. Le débat a été réalisé par Ibrahima Haran Diallo, à la mise en onde Salim Djouara, réalisation vidéo Gagny Kanté. À la prochaine fois. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.